La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 4, sommaire. Division des gouvernements et des constitutions. Idée générale et but de l'État. Amour instinctif de la vie et sociabilité dans l'homme. Le pouvoir dans la communauté politique doit toujours avoir en vue le bien des administrés. Ce principe sert à diviser les gouvernements en gouvernements d'intérêt général, ce sont les bons, et en gouvernements d'intérêt particulier, ce sont les gouvernements corrompus, dégénération des autres. Ces points une fois fixés, la première question qui les suit, c'est celle-ci. Existe-t-il une ou plusieurs constitutions politiques ? Et s'il y en a plusieurs, quelles en sont la nature, le nombre et les différences ? La Constitution est ce qui détermine dans l'État l'organisation régulière de toutes les magistratures, mais surtout de la magistrature souveraine, et le souverain de la cité, c'est en tout lieu le gouvernement. Le gouvernement est la Constitution même. Je m'explique. Par exemple, dans les démocraties, c'est le peuple qui est souverain. Dans les oligarchies, au contraire, c'est la minorité composée des riches. Aussi dit-on que les constitutions de la démocratie et de l'oligarchie sont essentiellement différentes, et nous appliquerons les mêmes distinctions à toutes les autres. Il faut d'abord rappeler ici quel est le but assigné par nous à l'État et quelles sont les diversités que nous avons reconnues dans les pouvoirs, tant ceux qui s'appliquent à l'individu que ceux qui s'appliquent à la vie commune. Au début de ce traité, nous avons dit en parlant de l'administration domestique et de l'autorité du maître que l'homme est par sa nature un être sociable. Et j'entends par là que, même sans aucun besoin d'appui mutuel, les hommes désirent invinciblement la vie sociale. Ceci n'empêche pas que chacun d'eux n'y soit aussi poussé par son utilité particulière et par le désir de trouver la part individuelle de bonheur qui doit lui revenir. C'est là certainement le but de tous en masse et de chacun en particulier. Mais les hommes se réunissent aussi, ne fût-ce que pour le bonheur seul de vivre, et cet amour de la vie est sans doute une des perfections de l'humanité. On s'attache à l'association politique même quand on n'y trouve rien de plus que la vie, à moins que la somme des maux qu'elle cause ne vienne véritablement la rendre intolérable. Voyez en effet quel degré de misère supporte la plupart des hommes par le simple amour de la vie. La nature semble y avoir mis pour eux une jouissance et une douceur inexprimables. Il est du reste bien facile de distinguer les divers genres de pouvoir dont nous voulons parler ici. Nous en traitons à plusieurs reprises dans nos ouvrages exotériques. Bien que l'intérêt du maître et l'intérêt de son esclave s'identifient, quand c'est le vœu réel de la nature qui assigne au maître et à l'esclave le rang qu'ils occupent tous deux, le pouvoir du maître a cependant pour objet direct l'avantage du maître et pour objet accidentel l'avantage de l'esclave, parce que l'esclave, une fois détruit, le pouvoir du maître disparaît avec lui. Le pouvoir du père sur les enfants, sur la femme et la famille entière, pouvoir que nous avons nommé domestique, a pour but l'intérêt des administrés, ou tout au plus un intérêt commun à eux et à celui qui les régit. Quoique ce pouvoir en lui-même soit fait surtout pour les administrés, il peut, comme dans tant d'autres arts, la médecine, la gymnastique, tourner secondairement à l'avantage de celui qui gouverne. Ainsi, le gymnaste peut fort bien se mêler aux jeunes gens qu'il exerce. Comme à bord, le pilote est toujours un des passagers. Le but du gymnaste, comme celui du pilote, c'est le bien de ceux qu'il dirige. Si l'un ou l'autre viennent se mêler à leurs subordonnés, ils ne prennent leur part de l'avantage commun qu'accidentellement, l'un comme simple matelot, l'autre comme élève, malgré sa qualité de professeur. Dans les pouvoirs politiques, lorsque la parfaite égalité des citoyens, tous semblables, en fait la base, chacun a droit d'exercer l'autorité à son tour. D'abord, chose toute naturelle, tous regardent cette alternative comme parfaitement légitime, et ils accordent à un autre le droit de décider par lui-même de leurs intérêts, comme ils ont eux-mêmes antérieurement décidé des siens. Mais plus tard, les avantages que procure le pouvoir et l'administration des intérêts généraux inspirent à tous les hommes le désir de se perpétuer en charge
et si la continuité du commandement pouvait seule infailliblement guérir une maladie dont ils seraient atteints, ils ne seraient certainement pas plus âpres à retenir l'autorité une fois qu'ils en jouissent. Donc évidemment, toutes les constitutions qui ont en vue l'intérêt général sont pures parce qu'elles pratiquent rigoureusement la justice. Toutes celles qui n'ont en vue que l'intérêt personnel des gouvernants, viciés dans leur base, ne sont que la corruption des bonnes constitutions. Elles tiennent de fort près au pouvoir du maître sur l'esclave, tandis qu'au contraire la cité n'est qu'une association d'hommes libres. Après les principes que nous venons de poser, nous pouvons examiner le nombre et la nature des constitutions, et nous nous occuperons d'abord des constitutions pures. Une fois que celles-là seront déterminées, on reconnaîtra sans peine les constitutions corrompues.